Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous nous regardez à la télé sur Kavi TV, canal 410 et centré à travers Star Times. À la radio, c'est sur la 89.5. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux synchronisés Facebook et YouTube, Kavi Media, ou vous téléchargez notre application mobile Kavi Media sur Play Store ou App Store. Vous êtes dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h temps universel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous le savez, nous faisons l'analyse et le décryptage de l'actualité avec l'aide de nos invités pour mieux comprendre. Situation sociopolitique du pays. Un citoyen guinéen vivant à l'étranger, aux États-Unis, à New York, pour être précise, s'indigne devant les réalités actuelles. Abdourahmane Diallo a fait un post sur sa page Facebook dans lequel il a fait l'analyse de la situation. La Guinée, le cadavre qui respire, est un extrait de son analyse. Il propose la mise en place d'une commission nationale de renaissance morale, morale et civique pour un changement de comportement. Il est notre invité ce matin. On l'aura au téléphone dans un instant. Nous parlons éducation dans cette émission. La technologie joue un rôle de plus en plus dans l'enseignement. Il améliore l'accès au savoir, personnalisant l'apprentissage grâce à des plateformes adaptatives et facilitant la collaboration et la communication entre élèves et enseignants. Cependant, son intégration doit être réfléchie et se faire dans des conditions optimales en tenant compte des besoins des élèves et en assurant une formation adéquate des enseignants ainsi qu'un usage sécurisé de la personnalisation de l'apprentissage personnel à l'amélioration de l'accès, la facilitation
de la facilitation donc de la collaboration et de la communication, de l'augmentation et de l'engagement, de la motivation, en passant donc par les défis et points de vigilance. Bref, quel avantage de la technologie dans l'enseignement? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec notre invité, Monsieur Mazougou Joepogui, enseignant, chercheur et qui a vraiment un cyber en sa charge. Donc, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons rester dans le cadre, bien sûr, de l'éducation. Cette fois-ci, nous nous intéressons à l'enseignement des matières qu'on appelle exactes dans les écoles, entre autres les mathématiques, la physique et la chimie. La place qu'occupent ces matières dans l'enseignement de l'élémentaire au secondaire, quelle est l'utilité d'enseigner ces matières aux élèves utilisés à court et à long terme, les élèves accordent-ils le temps nécessaire pour la compréhension de ces matières dans les écoles? Ce sont interrogations que nous nous posons, que nous allons donc poser à notre invité Alassane Ba, enseignant en service au MEPIA, Service national de formation continue du personnel enseignant. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le débat, c'est dans un instant. Depuis l'avènement des nouvelles technologies et avec l'évolution que connaît le monde d'aujourd'hui, du jour au jour, la cybersécurité a pris de l'ampleur dans le quotidien des hommes. Elle se retrouve presque intégrée dans tous les domaines, notamment celui de l'éducation. Sur ce plateau avec moi, mes invités, Monsieur Mazougou Joepogui. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et bonjour aussi à vos millions d'auditeurs. Merci. Et de l'autre côté, on a M. Alassane Ba, enseignant. Bonjour à vous, M. Ba. Bonjour madame, merci bonjour à tous. À vous de répondre à notre invitation. Merci. Alors, je vais commencer par vous, M. Mazougou Joepogui. Nous parlons ici de la place de la technologie dans l'enseignement. Avant tout, d'abord, expliquez-nous comment se passe l'utilisation de la technologie dans l'enseignement. D'abord, à l'entame, je rappelle que je suis Mazougou Joepogui, je suis enseignant-chercheur à l'IST de Mamou, où je donne les cours d'informatique industrielle et en même temps aussi DG de l'entreprise Magoué Technologie qui a fait l'application éducative Magoué Éducation. Alors, aujourd'hui, la technologie a plusieurs avantages au niveau de l'enseignement. Déjà, le premier avantage, c'est quoi? C'est d'abord la démocratisation du savoir. Avant, quand on venait en classe, l'enseignant était le seul détenteur du savoir. Donc, l'élève n'a pas autre endroit où il peut trouver le savoir, sinon que dans le cahier, dans le cahier de préparation de son enseignant. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, avec maintenant l'avènement du numérique, la connaissance maintenant est devenue accessible maintenant à tout le monde. Donc, du coup, ça augmente aussi un peu la chance de beaucoup de personnes de pouvoir accéder au savoir. Ça, c'est le premier aspect. Donc, ça permet vraiment à l'élève de pouvoir accéder facilement au contenu. Mais l'autre chose aussi, ça aide aussi l'enseignant aussi à pouvoir mieux préparer ses cours et pouvoir aussi mieux accompagner. Parce que imaginez par exemple à l'époque, un enseignant doit par exemple préparer un cours. S'il n'a qu'un livre pour pouvoir préparer son cours, vous voyez qu'il serait un peu difficile pour l'enseignant de faire vraiment un contenu qui serait assez beaucoup plus riche. Alors que maintenant là, quand l'enseignant vraiment, s'il n'est pas paresseux, s'il doit préparer son cours, non seulement il a accès au livre, mais il a accès aussi à une panoplie de ressources. Et encore mieux, il peut même accéder aussi aux cours aussi d'autres enseignants. Question vraiment de créer une question de collaboration ou une question de synergie, quoi. Voilà. Donc ça aide l'élève à pouvoir accéder facilement au savoir. Ça aide l'enseignant à pouvoir mieux préparer ses cours, pouvoir mieux accompagner ses élèves. Mais ça aide aussi les parents d'élèves aussi à être vraiment beaucoup plus proches de l'encadrement de leurs enfants. Et ça aide aussi même les responsables aussi à vraiment pouvoir mieux faciliter la gestion de l'établissement et pouvoir aussi suivre et enseignants et élèves pour que vraiment l'école soit à la hauteur des attentes de la société. Donc de faire un peu ramasser, voici un peu les points essentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour dire en quoi la technologie peut être importante pour nous dans l'éducation. D'accord, donc ce sont des avantages bien sûr de la technologie dans l'enseignement. Alors la technologie, comment on appelle dans l'enseignement, des avantages, oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, j'allais dire, se poser des questions quant à son utilisation, surtout par des élèves, quand on sait qu'il y en a qui sont, comme on appelle, il y en a qui sont des partisans du moindre effort.
Bon, en fait, partisan du moindre effort, c'est comme si tout de suite, là, on venait, on distribue des fusils à chacun de nous et sans pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec. La probabilité est très, très grande qu'on utilise ce fusil-là pour faire du mal. Donc, c'est là où se trouve vraiment le vrai problème. En fait, le numérique est là. On sait qu'on ne peut plus s'en passer. Au lieu de pouvoir montrer aux enfants comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser dans le cadre de leur formation, au contraire, on cherche plutôt à les interdire. Donc, du coup, ça fait que la curiosité pousse les élèves à aller vers ça. Maintenant, si c'est un élève qui va vers la technologie, sous l'aspect de la curiosité, il est beaucoup plus exposé aux choses négatives que d'être orienté vers le positif. Sinon, encore une fois de plus, le numérique, c'est vraiment une opportunité énorme. Moi, aujourd'hui, je ne serais pas assis devant vous aujourd'hui pour parler de l'éducation si ce n'était pas grâce au numérique. Parce que moi, je ne suis jamais sorti de la Guinée pour aller étudier ailleurs. J'ai fait tout mon cycle en Guinée ici. Le pré-universitaire, tout le pré-universitaire à l'intérieur, à Massanta là-bas, jusqu'à ce que j'ai eu le bac. Je ne connaissais même pas Zérekoré. Donc la plus grande ville que moi connaissais, c'était Massanta. C'est quand j'ai eu le bac que j'ai découvert Conakry. Mais vous imaginez aujourd'hui, grâce au numérique, j'ai fait une application au moins qui est utilisée même en dehors de l'Afrique. Et même tout récemment, j'étais même en Éthiopie pour participer à un sommet organisé par l'Union africaine. Vous ne pouvez pas arriver à cet endroit-là sans le numérique. En fait, concrètement, qu'est-ce que le numérique permet? Je prends aussi un peu un exemple. Quand j'étais par exemple première année juste en 4e année, si quelqu'un disait à mes parents que moi j'allais étudier, on le prendrait pour un menteur. Parce que moi j'étais considéré comme étant le plus têtu de ma classe. Vous voyez, mais la chance que j'ai eue, en fait, en 4e année, j'ai rencontré un enseignant, M. Barako Evogi, qui a su savoir quelle est la pédagogie qui est adaptée à ce qu'il faut pour que moi je puisse comprendre le cours. Il a appuyé sur le bouton là et finalement je suis passé du plus têtu de la classe à l'un des 5 premiers de la classe. Vous voyez, non, mais là, imaginez un enseignant, par exemple, qui a jusqu'à 50, 100, voire même 200 élèves dans une classe. Est-ce qu'il peut avoir le temps de pouvoir suivre chaque enfant selon ses spécificités? C'est pas possible, on est humainement limité. Comparativement au numérique, le numérique peut permettre vraiment de pouvoir proposer à chaque enfant la pédagogie qui est adaptée. Parce qu'on ne comprend pas tous les cours de la même manière. Donc un enseignant par exemple qui a par exemple son cours qui est en ligne, il a vraiment en place avec lui un outil, parce que plus les élèves révisent dans l'application, plus l'enseignant connaît mieux encore ses élèves, plus il connaît mieux ses points faibles, et plus il connaît encore la pédagogie qu'il faut adapter pour pouvoir accompagner tel ou tel élève. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le numérique va être vraiment un outil qui va permettre aux enseignants de pouvoir vraiment suivre encore de près les élèves. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, par exemple, aucun enfant n'est bête, hein. Mais généralement, c'est parce qu'on ne répète pas trop. Tout de suite, là, vous dites à l'enfant de réciter ça. Il va dire 2 ou 3 jours après, il va oublier. Donc, mais imaginez s'il répétait ça chaque jour. Voilà, s'il répétait ça chaque jour. Donc, avec le numérique, on peut vraiment produire des contenus. Du coup, une vidéo, par exemple, l'enfant peut écouter autant de fois qu'il veut. Voilà, il peut écouter autant de fois qu'il veut. Les dessins animés, par exemple, à la maison. Je ne connais pas un seul enfant qui n'aime pas les dessins animés. Imaginez, par exemple, qu'on parvenait à transformer tout le programme du pré-universitaire en dessin animé. Quel est le seul enfant qui ne comprendrait pas les cours au primaire? Donc vous voyez qu'on a vraiment une opportunité énorme qui se cache derrière le numérique. Au lieu maintenant que nous, enseignants, qu'on aille chercher cette opportunité-là, au contraire, on perçoit le numérique comme étant une menace pour notre métier. Alors qu'elle n'est pas une menace en réalité. En principe, elle vient pour nous aider à pouvoir mieux exercer notre métier. Maintenant, c'est parce que maintenant, on refuse de s'adapter au numérique, c'est pour ça qu'il devient une menace. Vous avez parlé tout à l'heure des inconvénients. Aujourd'hui, par exemple, quand l'enfant a un téléphone avec lui, à cause du fait qu'il n'y a pas de contenu dedans, l'enfant est beaucoup plus orienté vers les jeux, vers les divertissements et tout ce qui s'ensuit, que d'être orienté vers l'apprentissage. Et c'est ça effectivement l'effet négatif. Et même quand on prend les réseaux sociaux, si je vous dis que la plupart de ceux qui ont créé les réseaux sociaux là, ils ont interdit ces réseaux-là à leurs propres enfants. Vous imaginez que c'est ce que ça fait. Celui qui a créé Facebook a interdit ses enfants d'aller sur Facebook. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont mis derrière. Vous prenez par exemple TikTok. Il y a 2 versions de TikTok. Il y a une version chinoise qui est prévue pour la population chinoise. Il y a une version non chinoise. Donc, tout de suite, par exemple, faites l'expérience. Faites une vidéo assez responsable. Mettez sur Facebook, mettez sur TikTok. Votre vidéo aura moins de vues. Par rapport à une fille qui se met nue comme ça, qui fait des choses dépravantes là, il met sur les réseaux sociaux, automatiquement il y aura beaucoup plus de vues. Donc c'est fait à dessein. Il faut trouver le moyen de pouvoir orienter beaucoup plus les jeunes vers les choses qui ne sont pas assez utiles pour eux, pour vraiment essayer de les abrutir davantage, pour qu'eux puissent développer des solutions. Voilà, afin qu'on puisse toujours dépendre d'eux. Donc il faudrait que nous qui sommes enseignants comprenions de cette réalité pour dire que le numérique est déjà là. Si nous, on n'incite pas les élèves à aller vers le côté positif, les élèves sont beaucoup plus exposés au côté négatif. Certes, il y a des écoles où on interdit le téléphone. C'est bon, on peut interdire le téléphone à l'école. Mais est-ce qu'à la maison, on peut interdire la télé à la maison?
Parce que même le parent d'élève qui va tenter de le faire, ses enfants vont quitter la maison pour aller suivre la télé chez le voisin. Maintenant, imaginez un enfant qui rentre en classe, qui suit un cours. Il a bien compris, le professeur a bien expliqué le cours. Mais jusqu'au cours prochain, il n'a même pas eu le temps de pouvoir lire. Vous pensez qu'il va retenir ce qu'il a compris en classe? Donc, du coup, la rigueur qu'on aurait imposée à l'école n'aura pas assez d'impact si ce n'est pas suivi à la maison. Maintenant, c'est là où un peu vient l'importance des applications éducatives, qui permet aux élèves, non seulement l'enseignant peut enseigner à l'école, mais en plus aussi, à rentrer, aussi donne beaucoup de devoirs aux enfants. Imaginez même ça aussi, par exemple, tu as 50, 100 élèves. Est-ce que tu peux oser, à la fin de chaque cours, donner des devoirs? Ça devient un calvaire pour toi, enseignant. Maintenant, si tu as un outil qui te permet de donner les devoirs sans pouvoir te soucier vraiment de la correction, moi, par exemple, depuis 2015 jusqu'à date, là, que ce soit devoirs de maison, évaluation, moi, je ne corrige pas. Je compose les sujets dans l'application, je donne aux étudiants, chacun traite. Dès ce moment, tu traites sur place, le système corrige automatiquement, il te montre la bonne réponse, puis il te montre là où tu as fait l'erreur. Et ta note est là. Donc, du coup, ça me permet, quand moi, j'ai cours avec des personnes, ils sont permanemment occupés. Parce que quand tu dis que tu vas regarder la télé, c'est parce que tu n'as pas de devoirs à faire. Mais si tu as des devoirs à faire, tu es obligé d'abord de faire ces devoirs-là pour ne pas qu'on te colle un 0. Donc, bref, le numérique a une opportunité énorme. Mais le fait que de percevoir le numérique comme étant une menace, ça devient effectivement une menace pour notre système éducatif et pour notre société aussi. Mais la méthode dont vous venez de parler, que vous faites avec vos élèves, le fait de leur donner le devoir sur le coup, qu'ils traitent à travers le numérique et que la réponse sort, est-ce que ça même, ça ne les amène pas à ne plus fournir de l'effort, à ne plus apprendre les cours normalement? Voilà, c'est effectivement là-bas aussi, je trouve l'un des points de notre système éducatif. Ne plus fournir de l'effort. Maintenant, actuellement, là, quel est le type d'effort qu'il est nécessaire de fournir? Parce que là, le problème. Aujourd'hui, dans notre enseignement, dans notre évaluation, on met beaucoup plus l'accent sur la capacité de rétention. Donc, on amène les enfants à retenir les connaissances. Pas forcément, mais à comprendre aussi. À comprendre. Je comprends. Parce que si on a la réponse tout de suite, peut-être qu'on aura du mal à... Peut-être que j'ai mal expliqué, peut-être. C'est quand tu vas traiter, que tu vas valider, que le système va te montrer la réponse et puis te montre là où tu as fait l'erreur. Maintenant, là où se trouve, parce que souvent, ce qu'on me reproche, c'est quoi? On me dit que l'intéressé, qu'est-ce qui te garantit qu'il ne va pas aller copier ailleurs, il ne va pas aller chercher... Moi, dans mes évaluations, fouillez l'internet, prenez vos cahiers, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on te montre qui est important de nos jours. Mais c'est ta façon d'apprendre qui est le plus important. On ne doit pas pousser les enfants actuellement là, forcément à comprendre ce qu'on leur enseigne, ou bien à retenir ce qu'on les enseigne. Mais on doit plutôt les pousser comment apprendre à apprendre. Parce que les savoirs que nous accumulons sont dépassés du jour au lendemain. J'enseigne électronique. Mais si aujourd'hui je me permets de rentrer en classe pour pouvoir enseigner ce que moi j'ai appris à l'université, on me prendrait pour un ridicule. Donc je peux me poser la question, alors à quoi m'a servi de pouvoir apprendre ça? Donc il faut plutôt qu'on amène les enfants à pouvoir réfléchir. Autrement dit, si vous posez une question à un élève et que l'élève peut trouver la question noir sur blanc quelque part, ça veut dire que cette question n'a plus sa raison d'être. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, par exemple, on pousse les enfants à retenir la table de multiplication par cœur. Aujourd'hui, quel est le seul comptable qui n'a pas une calculatrice? Quel est le seul opérateur économique qui travaille sans calculatrice? Donc, vous voyez, du coup, ça crée un décalage entre ce qu'on enseigne à l'école et ce qui se fait dans la vie pratique. Donc, l'idéal serait que les questions qu'on pose aux enfants, les devoirs qu'on donne aux enfants, que ce ne soit pas des devoirs du genre « qu'est-ce que c'est que » ou bien « reste-moi ce que je t'ai donné ». Mais que ce soit des devoirs ou des questions du genre qui poussent l'enfant à réfléchir. Il y a telle situation, telle situation, telle situation. Refaire ton cours pour proposer qu'est-ce qu'il faut pour trouver solution à ce problème-là. Du coup, quand l'enfant apprend ainsi, ça serait beaucoup plus facile de trouver un rapport direct entre ce qu'il a appris en classe et ce qui se passe dans la vie pratique. Sinon, ça crée vraiment un décalage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un enfant peut avoir une bonne note à l'école, il a mention excellent, mais dans la courante, son niveau n'est pas ça. Il ne parvient pas vraiment à s'insérer. Du coup, on peut souvent même le dire que le premier à l'école n'est pas forcément le premier dans la vie. Et chose que moi, je ne sais pas beaucoup. Si moi, j'enseigne quelqu'un pour ne pas qu'il soit premier dans la vie, maintenant, pourquoi j'enseigne? Il faudrait qu'en enseignant que je me pose la question, qu'est-ce que la vie demande? Qu'est-ce que la vie a besoin? Et que l'enseignant conformément à ça, et que je puisse l'évaluer aussi conformément à ce que... Voilà. Sinon, souvent, j'aime souvent le dire, parce que souvent, les gens aiment faire le procès de notre programme. Le programme est archaïque, c'est dépassé, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est les gens qui ne sont pas assez informés sur le programme. Le programme, en tant que tel, n'a pas assez de problèmes. Je parle sous le couvert de mon doyen qui est de la formation continue. Le programme, en tant que tel, moi, je n'ai pas trop de choses à reposer sur le programme. Mais c'est la façon d'enseigner simplement qu'il faut revoir. Donc revoir la pédagogie. Revoir la pédagogie, revoir la façon d'enseigner. Et surtout se poser la question, ce que j'enseigne là,
quelle est son utilité, où est-ce qu'on peut le trouver dans la vie pratique, et aider l'élève à faire un pont entre l'école et la vie. Il faudrait éviter qu'il y ait décalage entre les deux. Donc, tout ce, par exemple, quand je parle par exemple des cours de mathématiques, là, les géométries et autres, là, les enfants enseignent géométrie, mais ils ne savent pas que c'est cette géométrie qui permet de faire les boîtes. Par exemple, les cartons et autres, là, c'est de la géométrie. Oui, mais ils apprennent toutes ces théories-là à l'école, mais ils sont quand même capables de pouvoir faire des boîtes comme ça, des trucs. Donc, il y a des choses vraiment qu'on peut vraiment faire de façon pratique. Mais le fait que nous, enseignants, on est beaucoup plus parfois concentrés sur nos conditions de vie que d'être concentrés sur l'avenir des enfants qui sont avec nous. Donc, en quelque sorte, permettre à l'élève de connaître ses aptitudes et de se concentrer sur ça pour, comment on appelle, pour son avenir. Pour son avenir. Donc, le pousser à savoir comment est-ce qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais peut-être devenir, qu'est-ce que je pourrais devenir dans l'avenir. Est-ce que j'apprends, comment est-ce que je peux l'appliquer dans la vie et pouvoir trouver solution à un problème spécifique de la vie courante. Exactement. Donc c'est un peu ça. Quand je parle un peu de notre cas, actuellement on est en train de développer des jeux éducatifs parce que c'est ça notre mission. On s'est dit qu'il faut faire tout possible pour que d'ici 2040, je ne parle pas d'ici 2040 mais on fait un peu un parallèle, d'ici 2040 qu'on ait 0 échec au primaire. Et ça on s'est dit que si on parvient à numériser, c'est-à-dire à rendre le programme du pré-universitaire, tout le programme du pré-universitaire, on transforme tout ça en dessin animé. Je vous jure qu'aucun enfant ne va échouer au primaire. Parce qu'aucun enfant n'est bête. Souvent, c'est la pédagogie qui n'est pas adoptée. D'accord. J'aimerais savoir, parce que vous êtes revenu tantôt dans votre explication, vous êtes revenu souvent sur l'éducation liée au numérique, c'est-à-dire permettre aux élèves de savoir comment utiliser le numérique pour pouvoir apprendre normalement sans pour autant aller sur des choses, disons, inutiles ou des choses malsaines. Maintenant, est-ce que, comme on appelle, un cours est proposé, un cours ou peut-être des séances liées à cette éducation liée au numérique dans des écoles? Il faut le dire vrai, jusqu'à présent, la plupart des écoles, la plupart des responsables d'écoles sont encore réticents vis-à-vis du numérique. J'enseigne à l'université, vous imaginez, même à l'université encore, on a des professeurs qui viennent, soit avec brochure, ou bien c'est pour dicter les cours pour qu'on puisse prendre note, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on peut compter au bout des doigts les universités guinéennes qui ont vraiment mis en place une plateforme qui permet de pouvoir évaluer les étudiants en ligne. On peut vraiment compter du bout des doigts. On peut vraiment compter du bout des doigts les universités guinéennes qui ont, en tout cas, où les enseignants ont un espace où ils peuvent mettre les cours en ligne, avec les étudiants, ainsi de suite. Au niveau du pré-universitaire, bon, c'est vrai, c'est un peu compliqué parfois parce que là-bas, l'effectif est très grand et parfois les moyens peuvent aussi poser problème. Mais je pense quand même que si on peut fournir un peu d'efforts pour aller vers là, ça peut aller. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Quand je prends par exemple le cas de, je crois, l'INRAP et la formation continue qui travaille, peut-être le doigt va détailler ça un peu plus tard, qui travaille actuellement sur une plateforme qu'on appelle le Passport Learning, qui consiste ici à mettre les cours en ligne pour pouvoir. Mais en fait, là-bas, pour que le système là puisse réussir, il faut forcément qu'il y ait une synergie d'action. Les acteurs locaux, parce qu'il y a des entreprises vraiment locales qui sont vraiment dans le numérique lié à l'éducation, qu'on les associe avec les différents départements en charge de l'éducation pour qu'ensemble qu'on puisse élaborer. Parce que certes, le département, ils ont la pédagogie avec eux, mais nous autres, on a la technologie avec nous. Donc, si vraiment on essaie de mettre les deux ensemble, ça peut vraiment donner un bon résultat. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de personnes, quand vous les parlez de cours en ligne, eux, ils pensent que c'est simplement le cours PDF qu'il faut mettre en ligne ou on peut télécharger. Alors que, un cours PDF, je préfère prendre un cahier, lire, parce que le cahier, au moins, ça fait mal aux yeux. Mais si moi je dois prendre le téléphone pour lire un cours dans le téléphone, là, mais pourquoi ne pas prendre un livre dans ce cas? Donc il faudrait quand on doit vraiment faire le numérique. Parce que ça soit vraiment un cours normal. Voilà, et surtout aussi, là où souvent les gens font l'erreur, ils aiment souvent créer, comment je peux dire ça, ils aiment souvent opposer le papier et le numérique. Alors que normalement, ce sont deux choses qui se complètent. C'est deux choses qui se complètent. L'un ne doit pas prendre la place de l'autre. Donc en principe, par exemple, si moi je veux faire la lecture, c'est encore mieux que je prenne un livre pour lire. C'est encore mieux que le cahier de mon professeur pour lire. Mais quand je veux m'exercer de façon autonome, là, c'est là où il y a recours à une application. Donc là, dans ce cas-là, le cahier ne va pas me poser des questions.
Une autre personne, par contre, peut me poser des questions. Quand je réponds, quand je prends le cas par exemple, de Magui, on pose la question à l'élève, l'élève répond, le système corrige automatiquement, il lui montre la bonne réponse. Donc si l'enfant a trouvé une bonne réponse, c'est une jolie photo qui va se sortir pour l'apprécier. Si c'est une mauvaise réponse, c'est une vilaine photo avec une vilaine musique qui va sortir pour se moquer de lui. Donc du coup, l'enfant apprend vraiment comme si il était en train de s'amuser, quoi. Donc bref, aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours pour vraiment permettre d'aller beaucoup plus vers le numérique. Mais le vrai problème qu'on a ici, il n'y a presque pas de synergie d'action entre les startups locales qui évoluent dans le domaine de l'éducation appliquée au numérique et les différents départements. Donc souvent on fait recours à des solutions de fois étrangères qu'on envoie, mais parfois qui ne sont pas assez adaptées au contexte local. Voilà. Alors monsieur Mazougou, moi j'aimerais savoir, puisqu'aujourd'hui tout ce qu'on demande sur internet, on a tout de suite la réponse. Maintenant, si vous dites que le cahier, que les gens dissocient le cahier et le numérique alors que les deux se rejoignent, j'aimerais vous poser la question. En quoi ces deux-là se rejoignent? Si déjà, tout ce que je peux trouver de façon physique, je peux le retrouver sur Internet, même des livres, bien sûr. Voilà, sauf que c'est là où il y a un peu le problème. Vous posez une question sur l'Internet. Par exemple, quand quelqu'un fait un livre, là, le livre passe par un comité qui valide la crédibilité du livre avant que le livre ne soit publié. Ce qui n'est pas le cas sur Internet. N'importe qui peut mettre ses ressources en ligne sur Internet. Donc, si quelqu'un dit qu'il va 100% baser ses savoirs sur l'Internet, il risque de passer un peu à côté. Donc, en principe, bon, même ça, c'est des choses qui doivent même être enseignées pour apprendre aux enfants comment faire des recherches sur Internet. Si tu dis que tu vas aller directement, j'ai tapé sur Internet, donc la première réponse, je viens, je prends ça, tu fais une erreur. Généralement, quand tu dois faire des recherches sur Internet, si tu veux vraiment faire des recherches sérieuses, il faut consulter au moins 3, 4, 5 sites au moins. Faire un rapprochement entre ceux-ci-là pour avoir le bon résultat. Mais est-ce qu'un élève a la possibilité de pouvoir aller faire ce rapprochement-là? Alors qu'un livre, ça a été fait par un comité scientifique. Le cahier a été préparé par un enseignant vraiment qui a pris tout son temps, qui a consulté plusieurs documents pour faire une synthèse qui est mise là. Je vous donne un exemple. Quand je suis parti à Zérékoré pour enseigner mes cours d'électronique là-bas, j'ai donné un devoir. Il y a un étudiant qui est parti faire des recherches sur Internet où il a trouvé un traité similaire. Après, il a mis ça. Le système a corrigé pour dire que non, c'est pas vrai. Le lendemain, il a revendiqué pour dire que normalement, c'est sa réponse qui est vraie. Et il m'a même montré même la page du site web où effectivement la formule là est appliquée. Heureusement que c'est un cours pratique. Je l'ai dit, ok, parce que moi souvent je n'aime pas dire tu n'as pas raison. Je dis ok, à supposer que tu as raison. Heureusement, moi partout où j'enseigne, je viens avec les composants pour faire les travaux pratiques. Je dis donc on va faire le montage et on va comparer le résultat que ça va donner par rapport à ce que tu as vu sur l'internet et ce que moi je t'ai donné. Et quand on a comparé, lui-même il a vu que la formule qu'il a vue sur l'internet n'était pas vraie. Donc vous voyez, le fait qu'il a fait une confiance aveugle à l'internet lui a poussé à passer à côté. Donc encore une fois de plus, ça c'est d'abord un premier aspect. Ça veut dire que tout ce qui est sur le net n'est pas fiable. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, je peux passer tout mon temps à lire dans le cahier sans que ça n'ait beaucoup plus d'effet sur le visuel de mon côté. Mais quand vous préparez un livre pour lire dans votre téléphone, d'abord les écritures sont petites. Il faut fournir assez d'efforts pour pouvoir lire. Donc ça peut jouer sur vous. Donc même ça, ce sont des conseils qu'il faut donner aussi aux enfants pour ne pas que le numérique soit aussi un élément qui puisse avoir un impact négatif sur leur santé dans le futur. Mais tout ça, on laisse tout ça de côté et on laisse les enfants exposés à cette situation sans vraiment les aider à pouvoir intégrer ça dans leur style de vie. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on parle des nouvelles technologies, nous savons qu'il y a un coût derrière. Aujourd'hui, les élèves, surtout dans les universités, font recours aux nouvelles technologies, au numérique pour les cours et tout. Même les professeurs, la préparation. Aujourd'hui, ce coût derrière, j'ai envie de savoir comment vous faites pour gérer. Et même peut-être que se poser la question pour certains élèves qui n'ont pas vraiment... Qui n'ont pas les moyens. Alors que les professeurs viennent, voilà, ils posent une situation, ils posent un cas, ou bien ils donnent des travaux liés au cours. Dont on est obligé de faire des recherches pour avoir on n'a pas un téléphone, on n'a pas de connexion Internet. Puisque ça existe quand même, hein, je ne sais pas si... J'ai envie de savoir comment vous gérez ces cas pareils. Je suis souvent confronté, souvent même quand je vais parce que moi, comme je l'ai dit, quand je vais dans les universités, moi, mon cours, je ne dicte pas. Je viens, j'explique, on fait les travaux pratiques, tu vas télécharger le cours sur Internet. Évaluation, je ne corrige pas de feuilles. Tu composes dans ton téléphone.
Et même si tu veux, tu peux même composer même à la maison. Parce que chacun a son sujet. Même si vous êtes 100 étudiants, chacun a son sujet. Donc souvent quand je viens, parce que le premier jour je donne un peu comment j'enseigne, comment j'évalue. J'ai souvent le problème qui est évoqué. Monsieur, on n'a pas les moyens d'avoir un bon téléphone, on n'a pas la connexion Internet, d'avoir un téléphone Android pour pouvoir... Mais souvent moi ce que je leur dis c'est quoi? Ma mission c'est de changer votre condition de vie, ou bien ma mission c'est de vous prévenir dans votre condition de vie. Cette question est répondue. Deuxième question, aujourd'hui là, quand tu finis l'université, est-ce que tu peux aller chercher de l'emploi sans le numérique? La plupart des offres d'emploi, c'est en ligne. Ou bien, c'est en ligne. Et même pour postuler aussi, c'est en ligne. Il y a même des interviews aussi en ligne. Imagine, mais toi maintenant, on t'enseigne, on passe tout le temps à t'enseigner dans le cahier. Tu fais l'université, mais tu dois faire des évaluations maintenant en ligne. Comment tu vas t'en sortir? Donc c'est une obligation. Si vraiment tu étudies dans le but de pouvoir vraiment changer tes conditions de vie, il faut que tu étudies conformément aux exigences du marché de l'emploi. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, en réalité, les moyens ne manquent pas. Je vous donne un exemple. À Mamou, par exemple, quand j'étais en conseil de département, il y a un groupe de 8 étudiants sur leur thème, imprimer la brochure, qui coûtait environ 70 000 francs pour imprimer. Ils ont dit que tout leur argent est fini, qu'ils ont fait trop de dépenses. Donc, de les aider à payer les 70 000 francs là pour eux. Moi, j'ai payé les 70 000 francs pour imprimer leur brochure pour eux. 2 jours après, je me suis retrouvé avec un étudiant dans un restaurant où il disait à son ami, si tu me compares à moi, tu irais à Conakry à arriver payé. Vous imaginez, donc il n'a pas les moyens d'acheter une brochure, mais il a les moyens de pouvoir vraiment aller faire des dépenses colossales dans les restaurants. Même nous enseignants, quand il faut aller sur Facebook là, faire ses propres trucs et de suite là, on a les moyens pour le faire. Mais c'est quand il faut maintenant aller faire des recherches pour préparer son cours là, c'est là on demande à la direction de nous payer la connexion. Vous voyez, la plupart, imaginez seulement quand les fêtes arrivent, quelle est la seule famille qui n'achète pas au moins un complet pour son enfant par an pour une fête? Pourquoi je peux être prêt en tant que père de famille à acheter un complet pour couvrir le corps de mon enfant, mais je ne suis pas prêt à acheter quelque chose pour couvrir lui son cerveau? C'est une question de matériel, une question d'orientation. Le moyen vraiment, là aujourd'hui l'internet vraiment, ce n'est plus assez cher comme avant. Le matériel aussi, ce n'est plus aussi assez cher comme avant. Aujourd'hui, à 500 000, à 700 000, tu peux vraiment avoir un téléphone Android qui te permet vraiment de pouvoir naviguer sur l'internet. Donc, mais tout ça aussi, il faut une éducation qui va avec. Et c'est pourquoi, encore une fois de plus, j'insiste sur ce point-là. Il faudrait qu'on insère les cours d'initiation au numérique ou bien de conduite numérique, même dans les cours de CM, à partir du primaire, qu'on puisse vraiment insérer ça dans le programme pour apprendre aux enfants c'est quoi le numérique, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, et comment s'y prendre, et comment faire ceci, comment faire ceci, comment faire cela. Parce que c'est un dans lequel nous vivons. Le numérique fait partie de notre social aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes avec qui vous êtes amis, vous ne les avez jamais vus physiquement. Vous êtes amis avec eux. Bien sûr. Vous avez dit que le numérique fait partie, le numérique fait partie du social maintenant. Donc, comment est-ce qu'on peut enseigner lourd d'éducation civique et morale sans introduire cette dimension à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? C'est pas vraiment, c'est important. Bien. Monsieur Mazougou Joopogui, vous allez donc rester avec nous puisqu'on parle d'éducation, comme on appelle avec vous les nouvelles technologies qui sont instituées dans l'éducation. Je vais me tourner vers mon second invité qui va aussi aborder avec lui, je vais aussi aborder la question d'éducation, mais cette fois-ci l'enseignement des matières exactes. Monsieur Alassane Ba, rebonjour à vous. Bonjour madame. Je vais préciser que vous êtes connu sous le nom de Papa Alas. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, avec vous, l'enseignement des matières exactes dans les écoles aujourd'hui, quelle est l'importance de l'enseignement de ces matières exactes dans les écoles? Merci beaucoup, madame. Je rappelle que je suis M. Balassane, professeur de maths, physique, chimie, connu sous le nom de Papa Alas en service au MEPIA, département de formation du personnel enseignant. Pour rebondir sur votre question, à la scolarisation, quand vous allez dans les écoles primaires, et ça sur toute l'étendue du territoire, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons à la scolarisation. Mais plus les deux genres évoluent, plus les filles régressent et les garçons évoluent. Arrivé au collège, 7e, 8e, l'équilibre commence à s'établir. 9e, 10e, les garçons sont devant.
peu de filles maintenant, et arrivé au lycée, allez dans les classes de sciences sociales, vous verrez beaucoup plus de filles que de garçons. Bien sûr, alors qu'en sciences mathématiques, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Et à l'université, là, c'est une séparation totale. Peut-être que vous ne verrez que 3% de filles, tout le reste là, les 97%, c'est des garçons. Vous savez, cela est dû à quoi? Je vous écoute. Sciences exactes. Les mathématiques, la physique et la chimie. Et puisque vous parlez de l'importance des maths, physique, chimie, on va commencer par les mathématiques. D'accord. Vous voyez quand vous allez dans les centres de couture là, avec les jeunes filles et leurs maîtres et maîtresses, vous voyez un instrument là qu'on appelle le ruban de la maîtresse, que eux ils appellent le centimètre. Mais ça s'enseigne à l'école primaire. Puisque là-bas on parle du mètre qui est l'unité principale de la distance, et les sous-multiples, c'est des décimètres, centimètres, multiples et des multiples, c'est des décamètres, hectomètres, kilomètres. Vous voyez, ça c'est utilisé là-bas, à l'atelier. Donc en fait, l'importance des sciences exactes, c'est pour préparer ces enfants-là à la vie professionnelle, comme il l'a dit. Vous avez vu. Et quand vous allez avec les topographes sur le terrain, mais ils ne vont pas avec ce petit, ils vont avec le décamètre. Vous avez vu. Et tout ça là, ça s'enseigne à l'école. Vous allez en 9e, et en terminale, les deux classes précisément, on enseigne le PGCD. Peut-être que ça va vous rappeler beaucoup quand vous étiez au collège. Le PGCD, le plus grand commun diviseur. Mais on donne plus de 4 à 5 méthodes de résolution de PGCD de deux nombres. Mais vous savez l'importance du PGCD? Nous sommes dans une pièce qui a la forme d'un rectangle, n'est-ce pas? Bien, oui. Donc quand on dit rectangle, c'est qu'il y a une longueur et il y a une largeur, n'est-ce pas? Mais puisque le carreau à acheter au marché est exprimé en centimètres, c'est un carreau carré en centimètres, on convertit la longueur de la pièce en centimètres, la largeur en centimètres. Quand on calcule le PGCD des deux, le résultat que cela donne est la dimension du carreau carré à acheter chez le Libanais pour qu'on vienne poser dans la pièce sans découpe. On n'a pas besoin de venir, le carreleur n'a pas besoin de venir avec la machine et à chaque fois découper. Quand il avait la maîtrise du PGCD et son importance bien sûr dans la vie pratique, il suffisait tout simplement de calculer la dimension des deux en PGCD et aller au marché, payer le carreau si c'est à 30 cm ou à 90 cm ou à 60 cm, il viendra les poser sans découper un seul carreau. Ça, c'est une des importances des maths. Tellement, mais je ne prendrai que deux dans chaque matière. Je prends la chimie. Oui, allez-y. Pendant la saison des pluies, quand il pleut, j'entends les gens dire avec le festival d'éclairs, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Et quand tu leur demandes après pourquoi, on dit non, ça fait peur. Et quand on dit Subhanallah, il faut rendre grâce à Dieu. C'est vrai qu'il faut rendre grâce à Dieu, mais moi, si on me demandait à moi, c'est pas Subhanallah qu'on allait dire, mais plutôt Alhamdulillah. Je vous explique. Allez-y. Vous savez, dans l'air que nous respirons comme ça est composé de diazote, de l'oxygène, des matières en suspension, de la poussière et des gaz rares. L'oxygène et le diazote qui composent l'air sont tellement d'accord que la langue et les dents, les deux là sont tellement d'accord qu'ils ne se touchent pas, ils ne vont jamais en guerre, en conflit. Mais dès qu'il y a festival d'éclairs, les deux entrent en guerre, tout de suite. Ils se séparent. Et ça, le festival d'éclairs provoque la réaction entre l'azote et l'oxygène. Et l'oxygène, c'est un non-métal. L'azote, c'est un non-métal. Donc, ça va produire un oxyde acide de formule N2O5. Et puisqu'on dit saison des pluies, parce qu'il n'y a festival d'éclairs que quand il pleut, ou il veut pleuvoir, ou il a fini de pleuvoir. N'est-ce pas? Donc, qui dit éclair, dit gouttelette d'eau. Maintenant, l'eau là de formule H2O entre en réaction avec l'oxyde acide N2O5, ça forme de l'acide nitrique. Et l'acide nitrique, c'est un électrolyte. En présence de la solution, il se décompose en ions, en donnant H+, et les ions nitrate NO3-, véritable engrais. Vous avez vu, pendant la saison des pluies, même sur le toit des bâtiments, il y a des herbes. Partout, il y a des herbes. Oui, parce qu'il y a l'engrais naturel qui tombe. Et dans nos champs,
tout donne bien. Les fruits donnent, les champs de riz, de maïs, tout ce que vous connaissez là, ça repond et les gens sont bien nourris. Ça, c'est subhanallah, c'est alhamdulillah. C'est alhamdulillah. Ça, c'est l'importance de la chimie, une des importances bien sûr de la chimie à l'école. Regardez s'il vous plaît, madame. Pourquoi des fois nous retrouvons des puisatiers morts dans les puits? C'est parce qu'ils n'ont pas bien appris à l'école. Ça, c'est en 7e année. Parce que plus on va en profondeur dans le sous-sol, plus il y a manque d'oxygène. On est d'accord? Mais quand on descend avec une boîte d'allumettes, arrivé à une certaine profondeur, on essaye d'allumer avec un brin d'allumette. Si vous voyez la flamme, c'est que l'oxygène est là. Tu peux continuer à creuser. Mais tu frottes une fois, pas de flamme. 2 fois, pas de flamme, c'est qu'il y a manque d'oxygène là-dedans. Donc tout de suite, tu te limites là où tu remontes. Mais à Koya, une fois, il y a eu plus de 3 corps dans un même puits. L'un a trouvé la mort parce qu'il a été asphyxié. Son ami est descendu pour le sauver, lui aussi il a trouvé la mort. Un autre aussi est descendu. Le 4e voulait descendre, on l'a pris. Parce qu'on ne comprend pas le phénomène. Je prends la physique. La physique, c'est très important. Hein? Quand vous allez chez les menuisiers, vous les trouvez fabriquer une armoire au niveau de laquelle on place un miroir. Et celui qui vient acheter, il crie souvent, ton miroir là est petit, ton miroir là est petit, moi je vais me voir en entier. Madame, pour qu'on se voit en entier, puisque celui qui se regarde dans le miroir pense que c'est lui-même qui est là-bas, alors que lui, son bras droit correspond au bras gauche de son image, c'est lui qui est réel. L'image dans le miroir est virtuelle. Et le miroir, c'est que les 2 images, l'objet et l'image, sont symétriques par rapport au miroir. Pour qu'on se voit en entier dans un miroir, il suffit seulement de mesurer sa taille. Toi qui veux mettre le miroir sur ton armoire, on mesure ta taille et on divise par 2. Si vous mesurez 1,80 m, donc 180 cm, on divise par 2, ça fait 90 cm, non? Ça doit être la taille du miroir pour que vous voyez en entier dans le miroir. Donc on n'a pas besoin de miroir d'1 mètre, de 2 mètres, pour qu'on se voit en entier. La moitié de la qui doit acheter l'armoire, fait la taille du miroir. Fait la taille du miroir. Pour que la personne se voie en entier. Ça, c'est la physique. Imaginez, vous êtes vendeur d'œufs, vous allez à la ferme, vous voulez acheter. Et après, vous doutez sur certains œufs là-bas. Mais c'est très simple. Dites-leur de vous donner un seau d'eau. Vous prenez les œufs, vous les plongez dans le seau d'eau. Tout œuf qui coule est bon. Mais tout œuf qui flotte à la surface est pourri. Parce qu'à l'intérieur de l'œuf, il y a une chambre à air. Et quand l'œuf se détériore, la chambre à air augmente de volume. Et tout de suite, l'air là-dedans, et puis ça devient léger, ça flotte. C'est ce que les poissons font. Les poissons font du moins. Les poissons ont des organes natatoires qui leur permettent de se remplir d'air pour être légers et flotter à la surface. Et quand ils se voient en danger, ils se vident de l'air, ils deviennent lourds, et puis ils redescendent. À l'image de ça, les puissances ont réussi à faire des sous-marins. Les sous-marins nucléaires font la même chose. En se remplissant d'air, ils deviennent légers. Tout de suite, on les voit à la surface. Imaginez cette masse gigantesque d'objets qui flottent et qui coulent en même temps. C'est par le phénomène-là. Et ce phénomène-là est enseigné en 9e année. C'est la poussée d'Archimède. Vous avez vu? Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de ce liquide une force verticale dirigée vers le haut égale au poids du liquide déplacé. Donc, pour résumer, on dira importance des sciences exactes, c'est pour préparer les enfants à la vie pratique. S'ils savent que ce que j'apprends là, son importance, c'est par là, c'est comme vous, votre micro là, vous parlez mais c'est amplifié. Vous savez comment on a produit le courant? Les enfants, ils pédalent leur vélo la nuit, après les phares sont allumés. Mais ils doivent se poser la question, mais plus ils pédalent moins, plus l'intensité est faible. Ils pédalent très fort, l'intensité est là. Elle est grande. Mais cela est dû à quoi? Le courant, c'est entre un rotor et un stator. Le rotor, c'est le corps qui bouge. Le stator, c'est le corps qui est immobile.
Si l'un est en mouvement par rapport à l'autre, automatiquement c'est le courant. C'est ce que vous faites, c'est ce que je fais maintenant là. Je parle avec une énergie mécanique. La bobine qui est à l'intérieur du micro bouge un petit peu. Et dans le micro, il y a un aimant qui est le stator. Donc le déplacement de ce petit fil de bobine à l'intérieur de l'aimant produit un petit courant. Et avec l'amplificateur, automatiquement ça se transforme en onde électromagnétique. Et puis voilà, amplifié, c'est le monde entier qui entend. Ça, c'est l'importance des mathématiques, physique, chimie dans nos écoles. J'ai raté des choses, le fait que vous ne m'avez pas enseigné. Merci. Vous m'emportez avec vous. Alors, Monsieur Ba, je vais venir sur cette autre question. Est-ce que les élèves accordent de l'importance? Est-ce qu'ils accordent du temps nécessaire pour bien comprendre ces matières exactes dans les écoles? Malheureusement, non. D'une part, on accuse les enseignants. Et ça c'est à 80%. Hein. Et puis les enfants à 20%. Les enfants, à partir de la 10e année, sont terrassés en sciences exactes. Ah oui. Leur tout premier chapitre en physique, c'est la réflexion et la refraction de la lumière. Les deux là, c'est juste le prérequis pour les lentilles convergentes et divergentes. Et maintenant, à 2 jours de l'ouverture des classes, les enfants là commencent à parler de sinus, avec la loi de Descartes ou la deuxième loi de la réfraction de la lumière. Mais en 9e, ils n'en ont jamais parlé. On ne leur a jamais dit qu'il existe une grandeur qu'on appelle le sinus. Et c'est ce qui se trouve dans la deuxième formule de la loi de Descartes. N1, signe de I, égale à N2, signe de R, où les N sont des indices de réfraction. Maintenant, le même sinus est enseigné en mathématiques, mais 2 mois après, 3 mois après. Vous avez vu? Donc, ils sont devant un phénomène qu'ils ne comprennent pas du tout en physique. Il leur faut attendre 3 mois après pour comprendre cette notion-là. Mais auront-ils le temps de revenir sur les premières leçons? Donc, à partir de la 10e année, ils sont cassés. En chimie, puisque tout c'est le même scénario, tout tourne autour de l'équation bilan de la réaction. Vous demandez, arrivez à la maison aujourd'hui, demandez à votre enfant, demandez à vos petits frères, à vos petites sœurs, comment tu as fait pour équilibrer la réaction? On vous dira que c'est par tâtonnement. On établit une équation où il y a un premier membre et un second membre. Alors, on donne 2, on donne 3, si ça ne vérifie pas, on donne 4, ici on donne 5. Mais les 2, 3, 4, 5 là, au cas où on est bloqué, puisqu'on le fait par tâtonnement, au cas où on ne trouve pas par quelle méthode on devrait passer une méthode mathématique pour aller à ces coefficients-là. Il n'y en a pas. Les seules méthodes qui existent, c'est au lycée, en 12e et en terminale, au niveau des réactions d'oxydoréduction, la méthode Iono et la méthode bilan électronique. Mais même les 2 méthodes-là ne sont pas vérifiées à 100%. C'est des méthodes qui interagissent juste pour 60%. Existe une autre méthode qui vérifie à 100%? Je vais dire oui. Et c'est une méthode mathématique. Est-il possible de l'appliquer au collège? Je dis oui. Et depuis quelle classe? Depuis la 8e année, dès après le symbolisme chimique en chimie. Ça, c'est un. De 2. Les élèves, ils évoluent, ils viennent en terminale. Regardez ce qui se passe en terminale. Ils ont des problèmes en chimie. Parce que dès le 2e jour de l'ouverture des classes, ils commencent à voir le logarithme. Sur le pH, les acides et bases en solution aqueuse. Le pH, c'est moins log concentration des ions hydronium. Moins log. L'enfant ne sait jamais c'est quoi log. Et le même, comme ce qui s'est passé avec sinus là, le même logarithme est enseigné 3 mois après l'ouverture des classes sur des équations logarithmiques, exponentielles, etc. etc. Donc l'enfant ne saura qu'il existe 3 types de log. Log à base 10, appelé logarithme décimal, log à base E, appelé logarithme népérien, et log à base quelconque, qu'après 3 mois de l'ouverture des classes. Alors que lui, dès le 2e jour de l'ouverture des classes, il commence à entendre parler de log. Mais dans la bouche de qui? Du professeur de chimie. Il pose la question, mais s'il vous plaît, LOG, la log, c'est quoi? Il dit non, ça c'est pas dans mon domaine. C'est une formule. Votre professeur dit que vous expliquez ça. Okay. Mais au même moment, c'est un chapitre qui est enseigné pendant 4 mois. Puisqu'en terminale, il n'y a que 3 chapitres. Les acides de base en solution aqueuse, la cinétique chimique et la chimie organique. Rien que le premier chapitre là. C'est pendant 4 mois. Donc l'enfant va attendre pendant 4 mois pour comprendre la notion de LOJ avec toutes les méthodes de calcul. Le débat est important, Monsieur Ba. Nous allons donc le poursuivre, mais après la pause publicitaire.
Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Si c'est maintenant vous nous rejoignez, merci d'être des nôtres. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Le SCAR. Aujourd'hui, nous parlons éducation, place de la technologie au sein de l'enseignement, bien sûr, et nous parlons aussi de l'enseignement, comme on appelle l'enseignement des matières exactes dans les écoles, avec notre deuxième invité, monsieur Alassane Ba, Papa Alas, qui est avec nous sur ce plateau. Aujourd'hui, monsieur Ba, la physique est devenue la bête noire de nos élèves. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, même moi, je ne comprends pas. D'autant plus que la physique,
c'est la matière la plus simple. Je vous dis la matière la plus simple. Hein. D'accord. Parce que la physique s'occupe de l'étude des phénomènes qui nous entourent. Des fois, les élèves eux-mêmes participent à la réalisation de ces phénomènes physiques-là. D'accord. Donc on ne comprend pas pourquoi ils ne comprennent pas. Hein. Mais, et puisqu'on est au scanner, j'ai fait passer le mot physique avec les enfants au scanner, j'ai vu le problème. D'accord. Et le problème, c'est les maths. C'est que la physique est coincée entre deux matières que les enfants ne maîtrisent pas. Il y a le français et il y a les mathématiques. Quand on dit physique, c'est des phénomènes. Et quand on dit phénomène, c'est des interprétations. Bien sûr. Ils ne peuvent pas interpréter. Donc ça veut dire qu'ils ne comprennent pas bien le français. Et deuxièmement, après l'interprétation, il faut schématiser par un calcul. Et ils ne comprennent pas aussi maths. Alors le fait que la physique soit coincée entre deux matières qu'ils ne comprennent pas, mais il va sans dire que la physique ne sera jamais comprise. Je prends par exemple la terminale. Moi cette année j'étais superviseur des examens à Beila. En physique TSE, personne n'a écrit quelque chose, presque. Il y a eu 0 admis. SE, pas eu d'admis. Et pour des petits trucs que les enfants eux-mêmes ils réalisent à longueur de journée. L'étude des mouvements. Ils font ça à longueur de journée. Imaginez, ils prennent des cailloux pour cueillir des fruits. Mais là où ils jettent le caillou, c'est pas là-bas, le caillou tombe. Le caillou décrit une parabole pour aller tomber de l'autre côté. C'est des phénomènes qu'on essaie de schématiser et puis donner des grandeurs dessus. En mathématiques, ils n'ont pas maîtrisé la 8e. Tout élève qui ne maîtrise pas la 8e, il n'a qu'à s'attendre à un 0 en dynamique, en terminale. Plus qu'en terminale, au niveau de la dynamique, tout est au niveau des angles. Et les angles là ne sont plus enseignés au lycée, hein. Ça se limite en 8e année. C'est des angles alternes internes, des angles alternes externes, les angles correspondants, les angles opposés par le même sommet. Donc ça devait être le prérequis. Alors un professeur de physique qui voudrait que ses élèves maîtrisent bel et bien la dynamique, il faudrait bien qu'il fasse une rétrospective sur les angles. Mais puisque nos enseignants, ils disent souvent, si tu ne comprends pas ce que j'explique là, va demander à ton professeur de maths. Si c'est en chimie, on lui pose des questions un peu liées aux mathématiques, va demander à ton professeur de mathématiques. Il est professeur de physique. On lui pose des questions sur la charge des particules, va demander à ton professeur de chimie. Et le même professeur de physique enseigne la physique nucléaire. Et qui dit nucléaire dit nucléon. Et nucléon c'est quoi? C'est des composantes du noyau qui sont les protons et les neutrons. Et qui dit proton, neutron, c'est de parler de leur charge. Électron, moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Proton, plus 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. La masse, 9 fois 10 moins 31 kg. C'est comme ça. Tout professeur de physique doit maîtriser ça. Sinon, tu ne pourras pas enseigner la physique nucléaire. Donc, l'enfant a droit de te poser des questions un peu liées à la chimie. Puisque vous étudiez les particules qui sont utilisées en chimie. Voilà pourquoi la physique est difficile aujourd'hui. On veut bien que les enfants s'en sortent en physique. Il y a deux matières sur lesquelles on doit beaucoup s'appesantir. C'est le français et les maths. À défaut, il ne faut pas compter. Bien, monsieur Alassane, je vais me tourner vers vous, monsieur Mazougou Zopogui. On parle de l'introduction de la technologie au sein de l'enseignement aujourd'hui. Est-ce que vous avez un appel? Est-ce que vous pouvez formuler un appel à l'endroit des autorités concernées, des autorités, disons, éducatives, pour que, comment on appelle, pour que ces technologies, ces nouvelles technologies soient vraiment intégrées dans l'enseignement, et quels conseils vous donnez aux élèves également pour la bonne utilisation? Voilà, donc je vais me permettre de donner un appel aux différents acteurs, parce qu'encore souvent, moi j'aime le dire, pour que le système éducatif puisse produire le résultat qu'on veut, il faut forcément que les 4 acteurs se donnent la main. Élèves, enseignants, parents d'élèves et responsables d'école. Donc je vais d'abord commencer par les autorités. En fait, l'appel que j'ai à lancer à l'endroit des autorités, c'est pour faire comprendre que le numérique, encore une fois de plus, c'est un passage obligatoire. Si on évite le numérique à l'école, l'élève serait confronté au numérique dans la vie.
et ça risque de créer un grand fossé entre encore davantage l'école et la vie. Donc il faudrait vraiment quand même qu'on aille à ça. Il faut vraiment quand même qu'on puisse mettre tous les moyens nécessaires qu'il faut pour qu'on puisse aller à ça. Et pour ne pas aller simplement sur la base de simples discours, c'est vraiment d'imposer de sorte que quand on parle des universités, que toutes les universités puissent vraiment avoir ce qu'on appelle ici un espace de travail numérique. C'est-à-dire, moi par exemple, je suis par exemple dans une université, il y a un cours qui a été donné, peut-être par problème de maladie ou bien par si je n'ai pas pu assister au cours, il faudrait que je puisse avoir un moyen de pouvoir accéder au cours partout où je suis, ou bien de pouvoir vraiment en tout cas bénéficier des différents avantages. Qu'on ne parte plus maintenant demander à un enseignant j'ai eu combien, ainsi de suite, qu'on prenne papier ou bien ramasser les feuilles, mais qu'on fasse vraiment de sorte que tout ce quand même qui se fait maintenant à l'université puisse être vraiment numérisé et disponible sur des espaces de travail numériques. Et même au niveau du pré-universitaire aussi, il faut... Parce que aussi là-bas le problème c'est quoi? C'est vrai, il y a beaucoup de formations qui sont organisées à l'endroit des enseignants, mais généralement il y a peu de formations qui sont en rapport avec l'initiation des enseignants au numérique. Parce qu'il serait illusoire de dire qu'on peut intégrer le numérique à l'école si l'enseignant même qui est l'acteur clé n'est pas assez initié au numérique. Donc l'appel vraiment que j'ai à lancer à ce niveau, c'est de faire pour aussi vraiment prévoir des formations aux enseignants, pour les enseignants, pour pouvoir les initier au numérique. Et sur quoi vont porter ces formations-là? D'abord, premièrement, il faudrait que l'enseignant soit suffisamment informé par rapport au numérique. Il faudrait que l'enseignant soit initié sur comment faire des recherches sur Internet et que l'enseignant puisse disposer son espace. Là où il peut numériser ses cours, mettre en ligne, là où il peut échanger avec les élèves, échanger avec les responsables, échanger avec même les parents d'élèves aussi. Et si même possible, même que l'enseignant vraiment ait son espace. Là, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend les autres pays, prenez un enseignant, vous tapez son nom sur l'internet, vous allez quand même trouver beaucoup d'articles sur lui. Mais en Guinée, c'est des cas très rares. Un tout petit rappel, j'ai fait un cours en 2015 que je ne pensais pas avoir fourni assez de fois pour préparer le cours. J'ai mis en ligne le cours, c'était pour l'électronique 2. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'un des cours les plus téléchargés sur l'Internet. Parce que même une fois, j'ai même été en contact par un professeur d'une université marocaine qui a vu mon cours là, qui l'a trouvé très intéressant. Et il m'a écrit pour me demander si je peux l'autoriser à pouvoir exploiter mon cours. Donc, voyez les commentaires qui ont suivi de ce cours-là. Alors, c'est pas parce que je suis le meilleur enseignant. Il y a plein d'enseignants qui sont mieux que moi. M. Ba, à l'écouter parler, on se rend compte vraiment que c'est un excellent enseignant. Imaginez maintenant si celui-ci avait un espace qui permet vraiment aux élèves de la Guinée, de Yomou, de Massanta et partout de pouvoir rentrer en contact avec lui, je pense vraiment que ça serait vraiment une très bonne chose. Donc, prévoir vraiment une formation des enseignants pour les aider à pouvoir numériser leurs cours, ainsi de suite là. Et surtout, penser à faire une collaboration avec le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes en Guinée aujourd'hui qui développent des solutions numériques. Mais souvent, ils évoluent soit à solo ou bien beaucoup plus avec le privé. Donc c'est quand même nécessaire que l'État quand même pense à ça pour pouvoir trouver vraiment un point de collaboration entre ces différents secteurs-là. Et aujourd'hui, Dieu merci même, avec leur service est déjà vraiment en partenariat avec Magoué. Il y a plein de choses que déjà nous faisons ensemble, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais à travers l'émission d'aujourd'hui, je pense que j'aurais bien dû se battre pour les cours de physique sur Magoué. Parce que là, ça permettra vraiment à d'autres élèves à l'intérieur de pouvoir vraiment profiter aussi de son expérience. Maintenant, au niveau des élèves aussi, le message principal que j'ai à donner, le numérique, c'est une opportunité énorme. C'est une opportunité énorme. Donc, quand je vois des élèves, quand je vois même des étudiants qui passent tout leur temps sur Facebook à publier des choses inutiles, ça me fait rire. C'est-à-dire, tu as sous ta main de l'or qui te permet de pouvoir vraiment changer ta vie, mais tu laisses tout ça de côté pour aller détruire ta vie. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, là, ça brise les barrières entre ceux qui sont issus de familles pauvres et ceux qui sont issus de familles riches. Moi qui vous parle, tous mes parents sont au village là-bas. On ne peut pas être cultivateur, maman est ménagère. Donc je suis vraiment issu de familles pauvres, si je me permets l'expression. Mais aujourd'hui, grâce au numérique, je peux dire Dieu merci. Donc ça brise les barrières entre ceux qui sont issus de familles riches et ceux qui sont issus de familles pauvres. Ça brise les barrières entre ceux qui ont étudié en Guinée, parce que beaucoup veulent aller étudier en France. Ils oublient qu'on peut étudier en Guinée ici et être mieux formé que celui qui est parti en France. Moi, j'ai un collègue que je préfère taire son nom, qui est parti faire il est parti faire un cours, c'est pas informatique industrielle, il est parti faire sa thèse en informatique industrielle dans un pays, en France. Mais un jour, il est resté à faire des recherches. Quand il a tapé dans le cours d'informatique industrielle, il a vu mon contenu. Quand il a téléchargé, lui-même il m'a témoigné que le cours qu'il a trouvé le paraît être beaucoup plus riche que le cours qu'on leur donne là-bas. Vous imaginez, alors que moi, d'abord, c'est un cours que je n'ai pas suivi à l'université. C'est un cours que moi, j'ai appris à travers l'Internet. Donc, vous voyez que là, les élèves vraiment ont un outil précieux sous la main. Un outil vraiment qui les aide à pouvoir mieux étudier et qui les aide aussi à pouvoir aussi facilement changer leur vie.
Donc, le message principal que j'ai à leur lancer, vraiment, c'est de pouvoir profiter de cet outil-là. On ne peut pas avoir de l'or et ne pas en profiter. Maintenant, aux parents d'élèves, aujourd'hui, la plupart des parents, on est occupés avec les charges, ainsi de suite. Là, on va au bureau, on rentre tard la nuit. Parfois, on n'a pas trop le temps pour les enfants. Tu prends un répétiteur pour éviter tes enfants à la maison. Mais des fois, le répétiteur, bon, le suivi n'est pas tellement là. Donc, ce n'est pas très facile parfois. Donc, du coup, ça fait quand l'enfant échoue, on a du mal vraiment à savoir où se trouve le problème. Donc, aujourd'hui, avec le numérique, ça permet vraiment à un parent d'élève, même s'il n'est pas à la maison, même si depuis son bureau, de pouvoir suivre au moins son enfant. C'est un peu ce que nous faisons avec Magoué. Un enfant, par exemple, qui est dans une école qui est partenaire avec Magoué, le parent, depuis son téléphone, il peut savoir est-ce que mon enfant a cours aujourd'hui? Est-ce qu'il est parti à l'école? À quelle heure il est rentré? À quelle heure il est sorti? Même la conduite de son enfant, il peut voir. Même les notes de son enfant, il peut tout contrôler. Imaginez l'enfant, par exemple, part à l'école. Il sait que s'il ne révise pas, son parent sera informé. S'il chôme, son parent sera informé. S'il se comporte mal, son parent sera informé. Imaginez la pression que ça va créer au niveau de l'enfant. Et cette pression-là, voyez ce que ça peut donner comme résultat. Donc, bref, on a vraiment un outil précieux. On a vraiment un outil qui nous permet en fait de pouvoir encore davantage rattraper les années de retard que nous avons accumulées. Comme le disait le professeur Alpha Condé, qu'on a raté les 3 premières révolutions. Mais cette 4e révolution-là, on n'a aucune excuse de rater cette révolution. La seule chose qui pose problème peut-être, c'est une question de vision et de volonté. Donc le numérique, un outil précieux qui est considéré comme de l'or selon M. Mazougou Géopogui, donc à tout le monde de s'en servir, mais vraiment dans le bon sens, que ce soit les élèves, les parents d'élèves et même les autorités concernées. Donc on crée un pont entre le privé et les autorités éducatives pour permettre aux étudiants, aux élèves et pourquoi pas les enseignants de pouvoir numériser les cours. C'est bien compris. Je vais encore me tourner vers vous. Papa Alas, je me permets, hein? Papa Alas, donc le choix est tombé sur vous pour animer l'émission Ma classe, hein? L'émission ma salle de classe. J'y arrive, une émission éducative que Kavi Media propose aux auditeurs et aux téléspectateurs, c'est bien ça? Donc qu'est-ce que cela vous fait? Bien, une fois dans un débat avec des enseignants, ils m'ont fait savoir que le bon Dieu a 99 noms. Après, quelqu'un a dit non, 100. Peut-être que le 100e, personne ne connaît. Ils m'ont demandé, ah, papa, là, si c'est vous, quel est le nom que vous donneriez au bon Dieu comme 100e nom? 100e nom. Je leur ai dit, si le 100e nom pouvait exister, j'allais l'appeler la perfection à l'infini. Le bon Dieu s'appelle la perfection à l'infini. Regardez aujourd'hui, c'est des milliards qu'on est en train de dépenser pour lutter contre le changement climatique. Le bon Dieu avait tout prévu. Hein. Il a composé l'atmosphère dans laquelle il a mis l'ozone. En cas de réchauffement, que l'ozone vienne refroidir. Il a mis le CO2 et en cas de refroidissement, que le CO2 vienne réchauffer. Donc l'équilibre entre l'ozone et le CO2 étant établi, les hommes ils ont essayé de s'industrialiser, ils se sont développés en matière d'industrie. On utilise de façon abusive l'énergie fossile. On coupe de façon abusive des bois. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de CO2 que l'ozone. Donc maintenant, partout où on est, s'il n'y a pas climatiseur, c'est qu'on a chaud. C'est parce qu'on n'a pas de planète B. Il n'y a pas de planète B. Si on n'aurait pas dépensé ces milliards pour lutter contre le réchauffement climatique, mais on a un plan B. S'il n'y a pas de planète B, mais on a un plan B. Il y a un plan B. Alors, l'émission Ma salle de classe sur Kavi, c'est un plan B. Tout cours qu'on n'aura pas compris en classe, puisqu'il y a un manque de prérequis qui aboutit à un préacquis, passer sur Kavi les samedis à 17h et la rediffusion le dimanche. Là, on comprendra le cours. Et ça, que ce soit en mathématiques, en physique et en chimie. Et la chance dans cette émission, c'est qu'on ne dit pas, ah, va demander à ton professeur de mathématiques, puisque moi je suis un physicien. Tout sera établi de fond en comble pour aller au cours réel. Donc, les différents chapitres vont être débattus, plein d'exercices vont être traités et plein de devoirs vont être donnés. Et sur nos différentes plateformes, ils pourront même poser des questions qu'on va essayer de J'ai envie de savoir comment ça va se passer. Parlez-nous un peu du contenu de cette émission. Ça a l'air intéressant. Ah mais bien sûr. Il est question d'aller vers les élèves eux-mêmes, pas seulement à la télé. On va vers eux et on réalise l'émission ensemble. On rentre dans leur programme, on tire un chapitre qu'on essaye de développer ensemble avec l'approche l'APC,
par compétence. Donc, ils seront là au centre de la formation, au centre du savoir. Ça sera une émission interactive. Nous réagissons, et ils réagissent, et puis nous sortons quelque chose de clair. Mais qu'on leur dise que tout ce qu'ils n'auront pas compris en classe, le plan B là doit être saisi pour qu'on le maîtrise. Pour les élèves de l'élémentaire, du secondaire, collège, avant d'arriver au lycée, qu'ils sachent que le bac est déjà dans la poche. D'accord. Donc, beaucoup de démonstrations dans l'émission. Est-ce que c'est un espace grand public où vous recevez... Pas beaucoup de démonstrations. Il faut dire toutes les démonstrations. Toutes les démonstrations. Très bien. Toutes les démonstrations, et en théorie et en pratique. On essaie de prendre les papiers qu'on transforme en pyramide à base carrée, à base triangulaire. Tout ce qu'ils verront en géométrie, que ce soit les figures planes ou la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire les solides, ils verront comment ça se dessine avec l'aide des instruments d'optique, comment on essaye de faire tout ça au tableau et comment réaliser en vrai. Parce qu'il y a de ces figures, quand on réalise au tableau, toutes les faces ne sortiront pas. Dessiner une pyramide à base carrée au tableau, vous verrez qu'il y a une face qui est cachée derrière. Et pour l'expliquer, le maître est obligé de faire comme ça, comme ça. Et si maintenant, on peut faire ça en vraie grandeur, on prend le papier, on transforme en pyramide, et l'enfant vient toucher, il fait le tour. Tout de suite, il va dire, ah oui, la pyramide a un sommet, 4 faces latérales, une base, et puis voilà, le cours est terminé. Donc, pas beaucoup de démonstrations, mais toutes les démonstrations. Que ce soit en maths, en physique, en chimie. Donc, les interventions sont permises? Bien sûr. Ils pourront même composer leur questionnaire. À défaut de nous joindre sur nos différentes plateformes, ils peuvent venir ici à Kavi, déposer les questionnaires. Nous allons essayer de passer ça au scanner, comme on le fait maintenant là. Bien sûr. Pour leur donner satisfaction. Bien sûr, ça sera possible. Alors tout à l'heure à la télé, j'ai vu comme un appel sur les images qui défilaient de vous, que vous êtes, il y a une image qui apparaît où vous êtes entouré de satisfecit, de beaucoup de satisfecit. Cela a quand même attiré mon attention. Je veux savoir quels sont donc tous ces satisfecits-là. Ok, c'est qu'en 2021, d'abord en 2020, Koubia n'avait pas eu d'admis au brevet. Dans les médias, on en parlait. Bon, Koubia n'a pas eu d'admis au BEP. Toute la préfecture, hein. Ça c'est 2019-2020, pardon. Alors, je me suis déplacé de façon bénévole pour aller former ces enfants-là. J'ai fait 20 jours à Koubia auprès des élèves de 9e et de 10e en mathématiques, physique, chimie. Et l'année qui a suivi, il y a eu beaucoup plus d'admis à Koubia. Je parle de Koubia à l'AB1, 110 km de l'AB, parce qu'il y a Koubia à Dobreka aussi. Donc, l'année qui a suivi, il y a eu beaucoup plus d'admis à Koubia qu'à l'AB. Ah, je me suis dit, attention. Et si j'essayais de faire ça de façon nationale, c'est-à-dire je l'étendais à l'échelle nationale. Alors j'ai pris mon sac et j'ai parcouru tout le pays. J'ai commencé par Kassa. J'ai formé là-bas. Je suis allé à l'école primaire Christian Bégué, ça c'est Foteba. J'ai formé des enseignants et au retour, allez, voilà, ça m'a conduit jusqu'à Yomo. Et partout où je passais, puisqu'on me proposait quelque chose, je refusais. Ah, papa, là, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Je dis rien parce que je dois continuer. Alors tout de suite, on me décernait le satisfecit, puisque ça c'est pas un bagage, ça. Je mettais ça dans mon sac, et puis voilà, je continuais. Donc les satisfecits que vous voyez là, sont des satisfecits qui m'ont été donnés par les IRE, les inspecteurs régionaux de l'éducation, les DPE, les gouverneurs, et même les DCE certains DCE de Conakry. Donc partout où je passe de façon volontaire, former des enseignants, bon, vu la satisfaction, on me donne le satisfecit. D'accord, Monsieur Ba, c'est vrai que ce n'est pas une émission interactive, mais puisque le débat est intéressant et que je suis avec un enseignant aussi intéressant et important pour le peuple guinéen, je crois qu'il y a des internautes qui réagissent, il y a un certain, vous avez dit, Cherouna, hein? Chekna, oui, Chekna, qui dit quoi? Qu'il me connaît. Ah, que si vous connaissez un certain Chekna. Ouais, Chekna, Chekna Mfali, c'est des amis. D'accord. D'abord, on a étudié ensemble, et Chekna, lui et Mfali, il mérite
d'être honoré dans ce pays-là. D'accord. Allez dans nos librairies, allez au marché, allez dans toutes les écoles. Les professeurs travaillent dans leurs documents, en mathématiques, en physique, en chimie. Mathématiques, SIAM dont on parle là, il y a des exercices dans SIAM, les professeurs ont beaucoup de difficultés pour les aborder. Chekna Konaté et Mfali Kamara, avec qui j'ai même enseigné au lycée aviation, ils se sont donné le temps pour traiter tous ces exercices de tous ces livres de SIAM. Ils ne s'attendaient à rien. Hein. Au jour d'aujourd'hui, nos enseignants travaillent dans leurs documents. Donc, c'est un ami, on se connaît très bien. Je ne sais pas si je pouvais faire un petit témoignage sur Chekna, si c'est possible. Allez-y, allez-y. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de ma situation quand on faisait la 12e année à Massanta. Pas de prof de mathématiques, pas de prof de physique. Et je disais même que c'est même grâce à cette situation que j'ai appris l'auto-formation. Cette auto-formation-là, c'était effectivement à travers les brochures de Chekna. Parce que qu'est-ce qu'on faisait? Puisqu'il n'y avait pas de professeur, donc on avait formé un groupe de révision. On te dit, par exemple, toi, tu vas aller travailler sur tel chapitre. Donc, à la prochaine révision, c'est toi qui viendras expliquer le chapitre à ses amis. Et ça, si moi j'ai eu le bac 1, je peux dire, en tout cas, à plus de 50%, ça a été vraiment grâce à ces deux personnes-là, Chekna et Mfali. Ils ont vraiment fait quand même de grandes choses. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des écoles, parce qu'à l'époque à Massanta, même les brochures, même les documents, on les trouvait difficilement. Donc ce sont vraiment des documents qui ont été beaucoup plus utiles à nous. Et comme il a dit, c'est vraiment des personnes qu'on doit vraiment célébrer et qu'on doit encourager. Parce que imaginez quelqu'un qui fait un travail comme ça, là, qui parvient vraiment à servir combien d'élèves à travers le pays. S'il est encouragé, ça peut pousser d'autres personnes aussi à faire pareil. C'est vraiment un travail colossal, ça. Hein? Alors, je vais rester avec vous puisque nous sommes vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Voilà, en fait, encore une fois de plus, comme je l'avais dit déjà à l'entame, vous savez, l'un des problèmes aussi, déjà M. Ba a presque étalé pas mal de problèmes ainsi de suite, mais l'un des points faibles aussi c'est quoi? Mais qui n'est pas aussi forcément notre défaut. En fait, nous avons plusieurs élèves qu'on regroupe dans une même salle pour les enseigner tous la même chose de la même manière, sans tenir compte des différences. Et pourtant, les études ont clairement prouvé qu'il n'y a pas deux élèves qui comprennent les choses de la même manière, qu'il n'y a pas deux élèves qui ont les mêmes motivations pour atteindre un objectif. Maintenant, paradoxalement, on regroupe ceci là, c'est-à-dire ensemble, pour les enseigner tous la même chose de la même manière. Même la physique, comme il a dit, c'est l'une des matières les plus simples. Si moi j'ai pu comprendre la physique sans enseignant, ça veut dire que vraiment c'est simple. J'ai fait les sciences mathématiques, mais maths, physique, chimie, j'étais le plus grand chômeur de ma promotion. C'était très paradoxal. Pourtant, français, géographie, histoire, économie, je ne chômais pas ces matières-là. Parce que moi je les trouvais beaucoup plus difficiles. Alors qu'en physique, je me disais, même s'il n'y a pas enseignant, je peux vraiment me débrouiller, comprendre. Vous voyez? Donc en fait, ça serait vraiment mieux de pouvoir chercher encore davantage à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour mettre la pédagogie au service le numérique au service de la pédagogie. Tout à l'heure, M. Ba parlait, j'ai écouté un peu cette intervention. J'ai quand même vu quelqu'un en face de moi, un vrai pédagogue. Imaginez maintenant que eux, les pédagogues, et nous qui sommes, c'est vrai aussi, je suis aussi enseignant, mais du point de vue pédagogique, je suppose déjà vraiment qu'il est beaucoup plus en avance par rapport à nous. Mais du point de vue technologie, imaginez par exemple qu'on parvenait vraiment à se donner la main. Donc c'est vraiment un appel que je lance. Les enseignants, les entreprises locales qui vont dans le domaine vraiment de la technologie, c'est quand même très important de se donner la main pour voir comment est-ce qu'on peut mettre cette technologie-là au service de la pédagogie pour donner vraiment la chance à ces élèves-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens d'aller étudier ailleurs. L'État n'a pas les moyens de pouvoir équiper toutes les salles de classe de laboratoire pour les travaux pratiques. Mais avec le numérique, on peut accéder au même contenu. Avec le numérique, on peut même simuler même des travaux pratiques. C'est-à-dire, je peux ne pas avoir forcément des solutions chimiques pour faire des travaux pratiques, mais on peut mettre en place un système en chimie, par exemple, qui permet à un élève de pouvoir simuler tout ce qu'on va l'enseigner en chimie, en mathématiques, en physique et tout ce qui s'ensuit. Donc cette simulation-là peut encore davantage accroître le taux de compréhension. Parce qu'il y a des élèves, par exemple, il suffit juste qu'on explique pour qu'ils puissent comprendre. Il y a d'autres, il faut lire pour qu'ils comprennent. Mais par contre, il y a des élèves, il faut forcément qu'ils touchent pour comprendre. Donc, si on enseigne simplement l'explication, exercice et autres là, sans toucher du doigt,
Ceux qui ont vraiment, c'est-à-dire ceux qui doivent toucher pour comprendre, eux, ils ne comprendront pas. On va dire qu'ils n'ont pas le niveau, alors qu'ils ont le niveau. Maintenant, quand ils vont les mettre dans la vie pratique maintenant, où les choses sont pratiques là-bas, ils vont facilement s'en sortir. Alors que l'autre qui comprend ces explications aura du mal à pouvoir s'en sortir. Donc c'est vraiment nécessaire quand même vraiment qu'on essaie de se donner la main pour qu'on puisse tenir compte de tous ces facteurs-là du point de vue de l'éducation, pour permettre vraiment à chaque enfant de pouvoir accéder à une éducation de qualité. Voilà, de pouvoir vraiment se retrouver et être dans le bain des choses. Bien. Monsieur Alassane Ba, donc votre le dernier mot, oui. Bon, c'est d'inviter tous les enseignants à la troisième compétence de l'enseignant, qui dit que la vie de l'enseignant ne se limite évidemment pas à la classe. Il continue constamment à se former, s'informer et échanger avec d'autres professionnels afin de maintenir un niveau important d'expertise, tant dans les contenus enseignés que dans les méthodes d'enseignement. Qu'on cesse d'enseigner ce qui est dans le livre, mais plutôt qu'on enseigne le programme. D'accord. Dire attention, c'est le livre qui a dit, donc je fais exactement ce que le livre dit. Ah non, c'est une erreur. C'est ce qu'il a dit. Il faut aller à la recherche. L'enseignant n'est pas un simple exécutant. Il a un droit de regard sur le contenu du savoir scientifique. Ça lui permet d'imaginer de nouvelles approches et d'innover dans sa manière d'enseigner. Sinon, il devient comme tout le monde. L'enseignant, c'est eux que moi je vais inviter. Qu'ils aillent à la recherche. Qu'ils prennent pas mal de documents, mais aujourd'hui tout est sur le net. Il l'a développé. Mais qu'ils ne se limitent pas à un seul professeur. Qu'ils consultent jusqu'à 2, 3, 4, 5 professeurs pour voir la véracité de la chose. Et tirer quelque chose de clair, mais de façon simple. Donc, si je prends la parole, c'est jusqu'à ce niveau-là. Eh bien, Monsieur Alassane Ba, merci beaucoup pour vraiment toutes ces explications enrichissantes que vous avez données sur ce plateau lié vraiment à l'enseignement de ces matières exactes dans les écoles. Je pense que nos auditeurs aujourd'hui et les téléspectateurs, comme d'habitude, se sont bien régalés avec vos explications. Merci, c'était un plaisir de partager le plateau avec vous. Monsieur Go-Pogui, c'était un réel plaisir de partager également le plateau avec vous. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, ça n'est terminé pour cette émission. Aujourd'hui, éducation, place de la technologie dans l'enseignement et aussi l'enseignement des matières exactes dans les écoles. Assez d'explications, beaucoup de développement que nos deux invités vous ont donné. Je pense bien que cela a été bien expliqué et nous allons nous donner rendez-vous. On n'a pas pu revenir sur l'un des sujets annoncés, mais ce n'est que partie remise. On va revenir peut-être sur ça dans un autre numéro du Scanner. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre aimable attention. On se retrouve.